Bien, alors donc j'avais fait l'essentiel de la démonstration on va dire de l'unicité. C'était le seul point qui manquait pour comprendre comment régulariser une équation de type Hamilton-Jacobi dans un espace de Hilbert. Donc toujours dans un Hilbert séparable, une inconnue qui prend ses valeurs dans R et une équation qui... la régularisation, normalement, il y aura un epsilon, mais ça, on l'oublie. Un vrai moins laplacien au sens de la trace de D2U. Et puis, un H de DU égale F de X. Et rappelez-vous, j'ai séparé ces deux, le H et le petit f, non pas parce qu'on ne peut pas faire un H de X et de DU, mais il faut faire attention parce que la dépendance en X doit être un peu spécifique. Bien, alors donc, que dire de plus là-dessus? Oui, une condition initiale. Donc U0 et F sont régulières sur H, et surtout U0 et F ont un B module de continuité, B continu. Donc je ne rappelle pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, et puis borné. Étant entendu que B est un opérateur auto-adjoint positif de type Hilbert-Schmidt, trace de B carré est finie. Bien. Donc, il existe un B qui peut dépendre de U0 et de F. Bon, alors on a déjà vu que je ne vais pas tout refaire, mais j'ai déjà indiqué pourquoi l'unicité avait lieu si on supposait que U0 était lipschitzienne ou que les solutions étaient lipschitziennes. Donc, sur l'unicité, dans le cas général, une manière de faire, mais ce n'est pas la bonne manière, une manière de faire est de simplement introduire, si U est une sous-solution, et si V est une sursolution, toujours avec un B module de continuité, c'est de prendre leur régularisé U epsilon de X égale le sup de U de Y moins 1 sur 2 epsilon Bx moins Y au carré, qui reste toujours, ça se vérifie par les techniques habituelles, une sous-solution de viscosité qui a évidemment un B module parce que la régularisation, et qui est en fait un module qui est linéaire, c'est-à-dire que c'est B lipschitzien. Et puis V epsilon de X qui est 1 de U de Y plus 1 sur 2 epsilon Bx moins Y au carré. Bon, ça, je n'ai pas eu le temps de le dire juste avant les vacances, mais ça permet de se ramener au cas précédent et on applique le cas lipschitzien. En fait, quel est... donc là, ça se passe, c'est une sous-solution, c'est pas tout à fait exact, c'est une sous-solution avec F remplacé par F epsilon, défini de la même manière, et F ici remplacé par F epsilon. Mais cela suffit, puisque de toute façon, grand F epsilon moins F epsilon sont très proches l'un de l'autre à cause du B module de continuité. Donc on sait qu'on a un F de epsilon moins F epsilon qui, en norme de sup, est inférieur à un certain oméga de epsilon, qui est essentiellement le module de continuité. En fait, c'est deux fois celui-là, mais peu importe. Et en appliquant le cas lipschitzien, ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient que U epsilon est inférieur à V epsilon en bas, plus le sup des seconds membres, c'est-à-dire F epsilon moins petit f epsilon. Et donc, on conclut, puisque ceci est lui-même inférieur à oméga de epsilon, et que U epsilon converge uniformément sur H vers U, et que V epsilon converge uniformément sur H. Bon, ponctuellement, ça suffirait, mais en fait, c'est même uniforme à cause des B modules de continuité uniforme. Donc, vous voyez, ceci ne présente pas de difficulté. En fait, je le présente comme ça pour qu'on soit bien convaincu que de faire l'hypothèse de Lipschitz, on s'y ramène facilement, comme c'est souvent le cas
dans les solutions de viscosité. Lorsque vous avez une dépendance en x et du, il vaut mieux garder epsilon explicitement et en fait travailler comme on l'a fait, mais travailler avec ceci, ce qui d'une certaine manière à epsilon fixé correspond plus ou moins à faire ça. Et puis après on part de ça et après on suit la démonstration précédente. Et là où on s'est servi du caractère lipschitz pour dire ce par quoi on remplace du est borné, eh bien, le du maintenant il est remplacé par un bx moins epsilon, enfin un b carré x moins y sur epsilon où x et y sont des points de maximum, et ça c'est facilement borné à epsilon positif fixé. Bon, donc je n'en dis pas plus. En tout cas, cet argument, dans le cas des variables séparées, suffit largement. Et on voit bien que le théorème d'existence et d'unicité d'une solution régulière qui a en plus un certain nombre de propriétés de régularité et donc de régularité dans H et aussi de régularité dans l'échelle des B. Et souvenez-vous, je me suis arrêté dans l'échelle des B, je me suis arrêté à la propagation, donc rappel, parce que ça, je vais m'en servir tout de suite. Je me suis arrêté à la propriété, à savoir B gradient U de X moins B gradient U de Y inférieur à C0 fois B de X moins Y. Donc cette propriété, qui est une propriété forte de régularité dans l'échelle modulée, enfin basée sur les opérateurs B, cette propriété de régularité, qui est, je vous avais parlé de trois régimes, un B module général, un module linéaire, et puis cette hypothèse la plus forte sur une condition initiale, par exemple, qui se propage, qui est invariante au cours du temps. C'est-à-dire on peut avoir une borne indépendante du temps, au moins sur des intervalles finis, et qui veut grosso modo dire que B des 2U, B est borné. Je mets des guillemets parce que ceci nécessite quand même qu'on justifie. Alors déjà, Lipschitz, c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas droit à du presque partout, mais enfin encore, on est à la limite, mais si dire des choses comme ceci, là, ça devient un peu compliqué. Alors, c'est vrai que ça entraîne que U est C1,1, le gradient est lipschitzien. Donc le gradient existe puisque c'est C1. Mais ça, je peux écrire cette inégalité. Celle-ci est plus dangereuse à manipuler puisque des 2U, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il existe. On est en dimension infinie, on a une fonction lipschitzienne et la question est de savoir quand peut-on en dimension infinie dériver au sens classique une fonction lipschitzienne. Bon, il y a plein de résultats là-dessus, mais c'est quand même pas, ça va guère au-delà du Baire. Hein. Bon. OK. Alors, donc, pourquoi je fais ce rappel, c'est que je vais traiter en 5 minutes l'adaptation à des systèmes de type MFG. Alors, en fait, ce sont des MFG généralisés au sens du début du cours, c'est-à-dire là où on ne fait pas où on peut avoir entre les deux composantes des équations des opérateurs différents, c'est-à-dire pas nécessairement l'hamiltonien et sa dérivée, mais une certaine fonction qu'on peut toujours baptiser l'hamiltonien. Et puis pour le transport de la mesure, si on est dans le cas découplé, c'est un autre opérateur de transport qui n'est pas forcément la dérivée de l'hamiltonien. Et on a vu que ça, c'était typiquement des structures que l'on obtenait
par limite de type homogénéisation, c'était au début du cours. Et dans les espaces d'état fini ou dans ce qu'on appelle l'approche hilbertienne pour les MFG, ben, c'était déjà le cas. On avait déjà découplé les deux parties de l'équation. Donc, pour les MFG, ben, je vais écrire directement de quoi il s'agit. On va avoir maintenant une fonction que je vais essayer de noter avec un grand U pour qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose que ceci. Un grand U qui va de H croît le temps dans H. Donc c'est maintenant un opérateur, ce n'est plus une fonction scalaire. Et l'équation que je vais regarder est une équation qui est du sur dt plus A. Et là, à nouveau, je vais séparer et je vais séparer les... alors, B de x, ce n'est pas une très bonne idée. F de x. Et U. U0. Bon, alors j'ai déjà expliqué en début de cours ce que ceci signifie. Alors si vous scalarisez, donc que vous prenez un produit scalaire de U avec psi, donc ici vous avez la nouvelle fonction inconnue qui dépend de cette direction xi, et là ce que vous avez c'est A appliqué scalaire, le gradient de cette fonction scalaire. Gradient puisque j'ai identifié H avec son dual. Donc c'est une notation qui vaut ce qu'il vaut, mais peu importe. Alors le lien avec ce qui précède, c'est bien sûr que dans le cas où f est le gradient d'une fonction scalaire, dans le cas où A, et j'aurais dû dire que A est un opérateur qui va lui aussi de H dans H, et que B est aussi un opérateur qui va de H dans H. Que je suppose toujours, pour simplifier, régulier. Ce n'est pas ça le point délicat. Donc B, ça n'existe pas, c'est grand F. Donc si grand A est aussi le gradient de H, et si je rajoute maintenant une régularisation, et je vais immédiatement enlever le epsilon, comme ceci, avec un grand U, alors dans ce cas-là, je peux chercher le grand U sous la forme du gradient d'une fonction qui, f, h, sont à valeur réelle. Et j'ai bien que phi, si je résous, j'ai bien. Si je résous maintenant l'équation des phi sur dt moins Laplacien phi, plus h de gradient phi égale petit f de x, eh bien à ce moment-là, effectivement, en prenant le gradient, j'ai une solution de ce problème-là. En d'autres termes, dans le cas très particulier où les données du problème sont des gradients, à ce moment-là, le problème précédent, en prenant un gradient, donne une solution. Ça, c'est des choses classiques sur les MFG. C'est un calcul tout à fait élémentaire. Bien. Donc, cela montre qu'on peut, a priori, se baser, et les démonstrations seront effectivement, donc je ne les ferai même pas, on peut se baser sur ce qu'on a compris là-dessus, pour en déduire, ou en tout cas comprendre les résultats auxquels on peut s'attendre. Alors évidemment, il faut que ces résultats soient cohérents avec un certain, au niveau disons avec une vision d'une solution
qui est un gradient des solutions que l'on considérait jusqu'à présent. Ce que je suis en train péniblement d'essayer de dire, c'est que, évidemment, si U0 n'est que B continu petit u0, son gradient n'a aucun sens, et donc le grand U0 n'a aucun sens, donc ça ne suffit pas. Il faut aller piocher dans les résultats précédents, là où on a plus de régularité. Donc il y a le cas intermédiaire qui est un module qui est linéaire, ce qui correspond grosso modo en dimension infinie à dire quelque chose de Lipschitz, mais là non plus, ça ne suffit pas. Ça, je ne maîtrise pas un U0 avec le gradient d'une fonction lipschitzienne. Je ne sais pas très bien dans quoi, ne serait-ce que où c'est défini. Donc je vois que de tous mes étages, seul le dernier a un sens, qui est un étage de régularité. Donc, ce qui est naturel de faire, les hypothèses sur A, on s'en moque, c'est quelque chose de régulier. Les hypothèses sur U0, donc je regarde sur U0 et sur petit f, elles sont là. On a déjà expliqué que ces hypothèses-là se transmettent à l'hypothèse sur U0 ou sur F sont toujours d'un peu de même nature. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'hypothèse naturelle, au vu de ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il existe un B, et je ne réplique pas qu'il est auto-adjoint, qu'il est positif et qu'il est de Hilbert-Schmidt, c'est-à-dire dont le carré est de trace finie, tel que quoi? Qu'il existe C0 positif, tel que quel que soit x, y dans H, eh bien, je vais savoir que f de x avec un B moins bf de y, puis je vais tout de suite mettre les hypothèses b u0 de x moins b u0 de y, et majoré par C0 fois x moins y. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. C'est simplement dire que je pars d'un U0 lipschitzien. C'est-à-dire que je suis en train effectivement de regarder une situation où j'aimerais garder la régularité, et on sait que le tournant de la régularité pour de telles équations hyperboliques du premier ordre, c'est le caractère lipschitzien. Bien, et que lorsqu'on a Lipschitz, toutes les régularités se propagent. On est en dimension infinie, et il y a ce Laplacien à gérer, j'ai besoin de faire ça, au vu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais effectivement, ça suffit. Modulo ces hypothèses, il existe une unique solution régulière qui préserve cette propriété. Donc ça y est, on a bien trouvé une méthode de régularisation. Donc je cite ça. C'est exactement la même démonstration, c'est pour ça que j'appelle ça corollaire, même si stricto sensu, c'est un corollaire de la démonstration, pas du théorème, puisque ce n'est un corollaire exact que dans le cas potentiel. Le corollaire, c'est que sous ces hypothèses, il existe une unique solution. Bon, alors je vais rajouter pour simplifier que U0 et grand F sont bornés. Parce que s'il y a une croissance, même si c'est une B-croissance linéaire, à ce moment-là, il y a des restrictions sur grand A. Il faut supposer que A est au plus linéaire. Donc là, c'est un trade-off sur lequel je n'ai pas envie de passer de temps. Sous ces hypothèses, il existe une unique solution U qui est bornée régulière. Toutes les bornes sont valables sur un intervalle de temps fini et dépendent éventuellement de l'horizon du problème. Bornée régulière, vérifiant uniformément sur 0t, eh bien, la condition étoile. Avec une constante qui dépend de grand T. Donc on a fait ça lorsqu'on avait un gradient, ça ne change absolument rien de refaire la démonstration et de se convaincre qu'on a bien la propagation de cette estimation a priori.
Voilà, bon, je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment une modification simple de ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire juste avant les vacances. Donc, je le répète, tout ceci est... Alors bon, j'ai une autre remarque, c'est que j'ai séparé les dépendances A de U et F de X pour la même raison que j'avais séparé les dépendances. On peut traiter un A de X et de U, on peut traiter un F de X et de U, mais les hypothèses, il faut mettre du B partout. C'est des variantes techniques, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas très très important parce que l'objection majeure à ce type de régularisation, c'est quelque chose que j'ai déjà indiqué et sur lequel je vais revenir et insister, qui est de dire que, attention, dans l'approche hilbertienne pour les MFG, le grand H, c'est typiquement les variables aléatoires de carré intégrable sur un espace de probabilité riche, c'est-à-dire tel que pour toute mesure de probabilité sur RD, il existe, disons de deuxième moment fini, il existe une variable aléatoire admettant cette mesure de probabilité comme loi. Donc on peut générer, et ça c'est, il y a des vieux travaux russes là-dessus. Et tout ce qu'on a fait, c'est avec des solutions et des données. On va parler du U0, qui entend un B-module, alors que l'approche hilbertienne sur les MFG dit que U0 de X ne dépend que de la loi de X. Je vais noter comme ceci. Et donc, on a et en plus, le B-module entraîne le fait que ça soit faiblement continu. Alors, j'utilise... Paul est venu me voir à la fin du cours parce qu'il avait un problème de terminologie, donc j'en profite pour clarifier ce point-là. Quand on dit faiblement continu, ça veut dire que c'est plus continu que continu au sens normal, ce qui est un peu contradictoire. Parce qu'en fait, ce que l'on devrait dire, et c'est un abus de langage de dire faiblement continu, c'est que c'est continu pour la topologie faible. D'accord ? Et comme la topologie faible est plus grossière que la topologie de la norme, bah, vous avez une notion de continuité qui est plus restrictive. Alors, bon, bon, c'est trop long de dire continu pour la topologie faible. Tout le temps, donc faiblement continu. Bon, alors le seul problème, c'est que ça, bah, c'est pratiquement jamais le cas. Donc, la juxtaposition de ces deux hypothèses, bah, ce n'est pas très bon. Donc, je vous avais déjà parlé, je reviens dessus, sur l'exemple E de phi de x. Et ce qui est un monôme de degré 1, donc c'est-à-dire l'intégrale de phi d de la loi de x. Alors, c'est clairement faiblement continu pour la topologie faible sur les mesures de proba, hein, parce que ça, c'est linéaire. Donc, c'est un monôme de degré 1 vu sur l'espace des mesures de proba. Mais sur l'espace des variables aléatoires, c'est très non linéaire. Et dire que ça, c'est continu pour la convergence faible de x, ben ça, c'est très méchant. Pour un monôme, c'est un joli exercice, c'est si et seulement si phi est affine. Donc c'est un peu limité. En fait,
il y a une question qui était assez naturelle, qui consiste à dire, c'est quoi, prenons, je vais appeler C comme compact, l'ensemble des x qui ont pour loi de x égale m, m fixé. Et c'est quoi la fermeture faible de C? D'accord? Donc je faible, on est dans L2. Bon, alors, je ne sais pas exactement quelles sont les hypothèses sur l'espace de proba, mais je soupçonne que c'est toujours des trucs style polonais, puis avec la richesse dont je parlais. Ce que je vous dis là, c'est que c'est vrai si je prends des fonctions qui sont dans L2 sur RD et je regarde leur distribution de valeurs. Et c'est essentiellement le cas général, hein, à quelques isomorphismes près. Alors, eh bien, c'est l'ensemble des x dans LD dont la loi de x est dominée par M. Et ça, il faut que j'explique ce que ça veut dire. Donc ça, c'est des vieux trucs de théorie des réarrangements et des mesures qui consistent à dire, après je vous donne un exemple, hein, qui consiste à dire que L de x est majoré par M, c'est la relation de domination de Hardy-Littlewood, si et seulement si l'intégrale de phi de x est inférieure ou égale à l'intégrale de phi de M, quel que soit phi convexe. Oui. Donc ça veut bien dire que le premier moment est le même, ça correspond aux applications linéaires. Mais après, vous voyez qu'on a réduit toutes les normes, si vous voulez. Alors, ce n'est pas un résultat qui est tout à fait évident, c'est des vieux trucs classiques qui ont été toujours pareils, redécouverts beaucoup plus tard, beaucoup plus de temps après. Et... j'essaie de... Ah oui, Miliach, qui avait redécouvert ça avec l'aide de Luc Tartar, mais en fait c'était connu depuis pas mal de temps. Et un exemple de ce phénomène, on va se passer sur 0,1. On va travailler dans L2 de 0,1. Et on va regarder l'ensemble des fonctions f qui valent 1 ou 0 et qui valent 1 avec la probabilité θ. Non, 0,1, sinon ce n'est pas très intéressant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fonction qui vaut que 0 ou 1 et l'intégrale de f, ça vaut θ. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est mon C. La loi de f, c'est θ delta 1 plus 1 moins θ delta 0. Bien. Ça, c'est mon C. CW, donc la fermeture faible, c'est l'ensemble des G qui sont compris entre 0 et 1, tel que l'intégrale de G soit égale à θ. C'est tout ce qui reste. Donc on a plus étalé. C'est assez naturel, hein, parce que comment vous créez des fonctions comme ceci, fondamentalement, vous faites osciller les 1 et les 0. Donc typiquement, si vous voulez déjà comprendre comment obtenir la fonction constante 1,5, vous le faites osciller de manière régulière. Faiblement, ça converge vers 1,5. Mais en fait, ça peut converger vers n'importe quoi qui est compris entre 0 et 1 et qui a les bonnes proportions. Alors ça, c'est des vieux trucs de théorie de la mesure, de la théorie des réarrangements, etc. Complètement oubliés, à tel point que ça a été redémontré dans une note au compte-rendu par Laura Milliat. C'est Laura, comment c'était? Tu te souviens, non?
mathématicienne à Naples. Non, je me tourne vers toi parce que je me disais qu'il y a peut-être plus de chances que... Donc c'est un nom comme Miliac ou Miliac. Tu te souviens, toi, Yann, ou pas? Bon. Miliac, ça, elle existe, hein? Ouais, ben c'est ça. Bon. Donc voilà, et donc moi ce dont je suis sûr, et ça c'est général, c'est palier 0,1 RD. Donc il faut une structure dans la démonstration qui, à mon avis, passe à des choses comme ceci. Donc je vous avoue ne pas avoir vérifié, mais ça nous donne tout de suite une petite idée. Hein. C'est que pour avoir la continuité faible et le fait que ça ne dépende que de la loi, eh bien, ça coûte cher, hein, puisque ça veut dire qu'en fait, ça ne dépend que c'est constant sur tous ces ensembles convexes. Alors, il y a certainement des objets comme ça qui existent, mais alors, déjà, ne serait-ce qu'en construire un non trivial, et pas tout à fait... enfin, si, la fonction indicatrice de l'un d'entre eux, ça marche, quoi. Mais... c'est pas très régulier. Bon, enfin, donc il y en a, mais on voit bien que c'est très, très, très particulier. Alors, il y a deux points de vue, c'est-à-dire un premier point de vue qui consiste à dire, bon, ben, ce serait bien d'avoir une autre méthode de régularisation, c'est ce que je vais faire. Puis un deuxième point de vue, c'est que quand on a déjà généralisé les jeux à champ moyen, là, ben, se dire, OK, ben, j'oublie le fait que ça ne soit que ça ne dépende que de la loi. Oui, j'ai le droit, je suis en train de généraliser, d'approcher. C'est un peu comme dans les équations de Navier-Stokes, lorsque vous avez... il y a l'incompressibilité, c'est comme si vous approchiez Euler incompressible par un Navier-Stokes avec une fausse compressibilité en 1 sur epsilon, etc., etc. Donc vous laissez tomber la contrainte divergence, vous laissez tomber l'invariance qui est restituée à la limite. Bon, OK. Et vous faites une B-régularisation, etc. Bon, c'est quand même pas très satisfaisant. On aimerait, si possible, rester dans un cadre très proche des MFG. Donc il va falloir faire autre chose. Le autre chose, je en ai déjà parlé, et donc j'arrête là cette première partie du cours. Non, j'en suis quand même il y avait une toute petite première partie, après une grosse deuxième partie qui était cette première méthode de régulation. Et puis je vais finir, et je m'arrêterai là, comme toujours j'aurai des regrets, je vais finir en vous expliquant une autre méthode de régularisation qui présente l'avantage de ne pas faire d'hypothèse sur les données, typiquement le U0, mais qui donc ne peut pas être invariante par translation, puisqu'il y a des obstructions à la régularisation, à des régularisations invariantes par translation. Et donc, on a un Laplacien, on a envie toujours de régulariser avec un Laplacien, c'est quand même un objet qui, du point de vue d'une EDP, on ne sait pas, on peut faire des tonnes de variantes, mais ça reste modelé sur un Laplacien. On a le principe du maximum, donc le Laplacien, on ne va pas aller chercher des régularisations d'ordre 4. Ça, on va le garder. Je vais toujours commencer par une équation linéaire. Donc, deuxième méthode de régularisation. C'est ça le titre général. Et je commence par un premier point qui est une sorte d'idée formelle de comprendre comment ça peut marcher. Donc on a envie d'écrire quelque chose comme ceci, on a envie aussi de partir d'une fonction qui est bornée uniformément continue sur H sans aucune restriction supplémentaire, interdiction de se mettre à parler de faible continuité, de B, machin, ou quoi que ce soit. Donc ça c'est infini. On aimerait que ça devienne fini, mais ça ne va pas devenir fini comme on l'a déjà vu tout seul. Il faut rajouter quelque chose.
On a le droit de briser l'invariance par translation, et même il le faut, sinon ça va... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rajouter un terme du premier ordre. Bien. Pour contrebalancer ça, qui est déjà infini et qui est du deuxième ordre, il faut voir que ce terme du premier ordre soit très fort. Donc il va falloir un champ de vecteurs très singulier, de sorte que l'on ait deux infinis qui se combattent. Et si on le fait bien, il y a peut-être une chance pour avoir un résultat fini. Donc j'ai un champ de vecteurs qui dépend de x et qui doit être très singulier. Champ de vecteurs, la première chose que je peux faire, c'est en prendre un linéaire. Bon. Constant, ce n'est pas singulier, ça ne marchera pas. Donc linéaire. Linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire AX scalaire à gradient U. Donc j'ai maintenant un opérateur A sur lequel je ne dis rien. On est toujours dans un Hilbert séparable, toujours le même. Bon. Comment il doit être fichu ce A? Alors, regardons, et puis on tente et on s'arrête là. Donc, vous voyez, l'idée est assez naturelle. Hein. Il faut que je rajoute quelque chose, un terme du premier ordre. Ce terme du premier ordre, il doit dépendre de x. Sinon, de toute façon, il n'y a aucune chance que ça change quoi que ce soit sur le Laplacien. Et il doit en dépendre de manière singulière. On tente un opérateur linéaire. Bien. Et ça suffira. Alors, ça, du point de vue probabiliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire dx égale dw moins ax dt. Où w est un brownien dont on sait très bien que sa norme hilbertienne est plus infinie, parce qu'avec n coordonnées, je trouve déjà n fois t. Donc j'ai un problème avec les très grandes coordonnées. Parce qu'à chaque fois, je rajoute t quand je monte dans les coordonnées. Donc ce que je veux, c'est avoir une force de rappel, c'est un signe moins, donc A doit être positif, qui soit d'autant plus forte que l'on monte dans les coordonnées, de façon à ce que ça, même si je commence à avoir, de façon à étouffer le plus possible les grandes coordonnées. Okay? Donc, je suis en train de parler d'un opérateur auto-adjoint positif. Et clairement, dire qu'il étouffe de plus en plus les coordonnées, c'est de dire que c'est équivalent à dire que A-1 est compact. Alors, on prend une base orthonormée qui diagonalise A. Les valeurs propres sont positives et tendent vers plus l'infini. Donc vous pouvez penser que les valeurs propres associées, c'est lambda 1 inférieur à lambda 2, etc., inférieur à lambda k, et ça tend vers plus l'infini. Ça, c'est juste la traduction de toutes ces hypothèses. Et donc, je vais savoir que la kème coordonnée dans cette base est donnée par un brownien, je vais mettre un dwkt, moins lambda k xk dt. Bon, alors ça se résout explicitement. Et ça vous dit que xk est égal à xk0 et puissance moins lambda kt, plus, donc il se trouve que la partie déterministe, que je suis en train de faire un calcul comme si le mouvement brownien n'était pas vraiment un mouvement brownien, et j'y ai droit parce que les manipulations que je fais n'ont pas de variation quadratique, n'ont pas d'aspect aléatoire en leur sein. En d'autres termes, la méthode de variation des constantes est purement déterministe et fonctionne très bien. Et ça nous donne e puissance moins lambda kt, intégrale de 0 à t, et puissance lambda ks, pwks. Ça me paraît correct.
Alors là, la mission ici est accomplie. On étouffe les grandes coordonnées. Bon, de toute façon, cette somme était de carré fini, donc j'étouffe quelque chose qui n'avait même pas besoin d'être étouffé. En revanche, la deuxième partie, elle a besoin d'être étouffée. Donc c'est surtout là que les choses vont se passer. Et en fait, je vais regarder et puissance moins lambda kt. Je vais prendre ça, en fait, cette différence au carré. Calculer. OK. Après, je prendrai la somme, et cela me donnera quelque chose qui est la norme au carré de xt moins non pas x0, mais e puissance moins at x0. Enfin, quelque chose que je contrôle bien. Bien. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait e puissance moins 2 lambda kt. L'intégrale de 0 à t de e puissance caractère isométrique de l'intégrale stochastique, e puissance 2 lambda ks ds. Et donc, ça vous fait 1 moins e puissance moins 2 lambda kt, que je vais garder pour la continuité en t égale à 0, et surtout divisé par 2 lambda k. Ouais, bon. Le 2 n'est pas crucial. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que E de xt moins e puissance moins at x0 est égal à la somme sur tous les k supérieurs ou égal à 1 de 1 sur 2 lambda k, 1 moins e puissance moins 2 lambda kt. En fait, non seulement j'introduis l'idée, mais je suis déjà en train de faire une démonstration. Si je veux être sûr que ceci existe, alors déjà, le e puissance moins at x0, il a parfaitement un sens, parce que j'ai un opérateur positif, et donc le e puissance moins at, et c'est un semi-groupe continu de contraction, dans contractif, qui est aussi compact, parce que A-1 est compact, dans H. Donc ça, c'est l'effet des e puissance moins lambda kt. Non seulement c'est bien défini, mais en plus c'est très compact, hein, puisque je suis en train de tuer très violemment les grandes coordonnées. Bien. En tout cas, c'est bien défini. Et donc, le xt, il a tendance à être bien défini si je peux donner un sens à ça. Et vous voyez, faites tendre t vers l'infini si vous en avez envie. Si vous voulez quelque chose qui soit indépendante, qui soit vrai pour tout temps, vous voyez que la bonne condition, c'est de dire que la somme des 1 sur lambda k est finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ou encore, il y a une trace. Oui, il y a des Laplaciens, c'est normal qu'il y ait des traces qui sortent. C'est que la trace de A-1 doit être finie. Voilà l'hypothèse qui sort de ce petit calcul de variance et qui vous dit déjà que, au moins formellement, et puis pas tant que ça, si je tronque à n coordonnées, je peux faire tendre n vers l'infini, et qui nous dit qu'effectivement, on peut donner un sens à ce processus dans H. Bien. Et on le voit coordonnée par coordonnée. Si on peut donner un sens à ce processus dans H, sans sortir de H, en tout cas pour t strictement positif, en t égale à 0, on a une condition initiale, ça veut dire qu'on est plutôt bien barré pour définir l'espérance de U0 de xt. Xt existe, U0 dans H, U0 est défini dans H, donc ça devrait avoir un sens. Bon, là, j'ai fait les choses en espérance, donc c'est du presque sûr. Je ne dis pas ce qui se passe par rapport au temps. J'écris les choses temps par temps pour l'instant. Je vais écrire dans un instant un module de continuité, donc ça ne me posera pas de problème. En fait, en définition de processus, il n'y a pas trop de difficultés, parce que ça sont des gaussiennes. Hein.
Donc tout ça, les xk sont des variables aléatoires gaussiennes. Dès que vous faites une intégration déterministe d'un mouvement brownien, vous avez une gaussienne. Donc c'est quand même un processus, certes à valeur dans H, mais un processus gaussien. Donc c'est quand même quelque chose où on peut manipuler assez facilement. Et là, ce qu'on a vérifié, c'était que fondamentalement, sa covariance était finie, le trace fini. Bref, cette hypothèse est naturelle, donne un sens assez facilement à xt, je ne m'appesantis pas là-dessus. Alors que Wt en lui-même n'a pas de sens. Donc c'est bien que là, on sort de H, on rentre dans des espaces du style BH, ou l'image de H par des opérateurs de type B, et ça a tendance à sortir de H, mais ça a tendance à nous ramener très très fort dans H. Donc là, on voit le mécanisme en jeu. Donc ça va avoir tendance à devenir infini, mais ça va nous ramener les dérivées secondes avec des grandes coordonnées de taille finie. En même temps que ça régularise. Donc pour l'instant, on est encore un tout petit peu dans l'ultra formel. Alors, on peut donner un sens à xt, donc on peut donner un sens à u0 de xt. Et je voudrais parler de continuité maintenant pour cette expression. Donc à nouveau, j'ai une formule, je vais m'en servir. Tout ce que je dis sous l'angle probabiliste peut être traduit de manière très simple analytiquement. C'est tellement plus naturel du point de vue stochastique qu'on ne va pas s'en priver. Donc pour l'instant, je sais juste que j'ai un bazar qui est défini, quel que soit x dans H, quel que soit t, d'ailleurs positif ou nul, en t égale à 0, je l'ai défini par x0. x0 égale petit x. Et je ne sais rien d'autre. Donc quand je parle de continuité, je vais regarder la continuité en temps. Je n'aurais pas dû effacer, tant pis, c'est trop tard. Et la continuité spatiale. Alors, la continuité en temps. La continuité en temps, elle n'est pas très complexe, puisque u de x et de t moins u0 de x est majoré par quoi? L'espérance, je note oméga, le module de continuité de u0, vient de oméga de xt mais ce qu'on a vu, c'est que c'était beaucoup plus intelligent de comparer avec e puissance moins atx. C'est-à-dire de transporter la condition initiale par le terme de dérive. Bien. Auquel cas, ce que l'on a ici, c'est oméga de la partie que je vais écrire de manière vectorielle, qui est e puissance moins at, l'intégrale de 0 à t de e puissance as dws. Tout à l'heure, je l'ai écrit coordonnée par coordonnée. Un module de continuité, on peut toujours choisir concave. Je vous laisse réfléchir à ça, c'est la topologie générale
élémentaire sur la continuité. Donc, inégalité de Jensen, ceci, c'est pas ce que j'avais fait au début du cours, mais c'est quand même pas mal de dire ça comme ça. Et puis ça, je l'ai calculé, plus exactement, j'ai calculé le carré, mais pour des gaussiennes, c'est le même ordre de grandeur. Et donc, en majorant par l'espérance au carré, 1,5. Ça, on a obtenu tout à l'heure que ça se majorait par somme 1 sur... ouais, un demi m'énerve. Donc le E... D'ailleurs, j'ai oublié un demi ici. Ça m'y fait penser. Inférieur à E de... donc tout ceci est inférieur à oméga de somme de 1 sur lambda k. Il y a un demi, je ne sais pas pourquoi ce qu'il fout là, mais enfin peu importe. Un demi. 1. Voilà, c'est ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Et tout ceci, c'est à la puissance 1,5. Donc si je veux comprendre ce qui se passe en t égale à 0, et ça sera uniforme par rapport à x pour cette différence, qui n'est pas avec u0 de x. J'obtiens une telle majoration, et puis ça, c'est facile de voir que ceci tend vers 0 quand t tend vers 0. C'est dominé par une série sommable, somme de 1 sur lambda k, et terme à terme, ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Le beg. Bon, donc, terme à terme, je ne le répète pas. Voilà pourquoi ceci tend vers 0, voilà pourquoi oméga tend vers 0. En d'autres termes, u de x et de t moins u0 de e puissance moins atx tend vers 0 uniformément. Et ça utilise un module de continuité de u0. Donc, je saurai de la même manière que si t est plus grand que s, u de x et de t, propriété de renouvellement du mouvement brownien ou de semi-groupe d'une telle équation, c'est que je vais savoir que j'ai ceci et qui sera uniformément pour lorsque t moins s tend vers 0, uniformément pour t et s quelconque. C'est uniforme par rapport à ts lorsque t moins s tend vers 0, et uniformément par rapport à x. OK, tend vers 0. Si je démontre que u de x et de s a un module de continuité uniforme indépendant de s. D'accord ? Donc, si j'ai un bon module de continuité par rapport à x, alors je maîtrise la continuité par rapport au temps, mais je la maîtrise, évidemment, on va payer la dépendance en x, je la maîtrise en décalant un tout petit peu les x. Alors, vous pourrez me dire maintenant, si je veux garder, oubliez, si je veux vraiment garder u de x et pas u de e puissance moins atx, que se passe-t-il ? Ce qui est vrai, c'est qu'on a un semi-groupe qui est continu, et puissance moins atx tend vers x. Donc je mets une remarque, puis après je passe au module de continuité en x. Donc ça, le point 2, ça sera continuité en temps. De quel type de continuité parle-t-on ? Alors, donc, la remarque que j'avais commencé à faire, c'est que e puissance moins atx converge vers x. Donc, cela veut bien dire
que U de x et de t est continu en t égale à 0. Mais je ne parle pas de continuité uniforme. Ce n'est pas uniforme sur tout borné. Parce que e puissance moins atx, ça ne converge pas vers x uniformément sur les bornés. Ça converge uniformément sur les compacts. Donc la convergence uniforme, elle a lieu avec ma condition initiale décalée, un peu précontrainte. Elle n'a pas lieu avec u de x et de t moins u0 de x. Enfin, quand je dis elle n'a pas lieu, il faudrait le démontrer. En fait, c'est vrai, elle n'a pas lieu en général. Parce qu'on a quelque chose qui est une entité pensée au carré, ça le montre d'une certaine manière. Donc la convergence uniforme, ça voudrait dire que ça converge uniformément, en tout cas sur les bornés, vers x. Et ça, c'est faux. En général, c'est faux. Enfin, c'est toujours faux dès que l'opérateur est comme ceci. Il est un opérateur non borné. Donc c'est de la continuité simple, et si on veut la continuité uniforme, il faut regarder le bon décalage. Donc ça, c'est le premier point auquel il faut faire un peu attention. Donc on va avoir des solutions régulières à la fin, mais les notions de continuité temporelle doivent être toujours pensées de cette manière-là. Et ça sera très bien et même très pratique, parce qu'une certaine manière, ça capture déjà un des termes non bornés de l'équation. Donc ça ne va pas être gênant. Ça paraît compliqué, parce que ce n'est pas une notion habituelle de continuité temporelle. En fait, c'est comme si on devait réécrire cette équation le long des trajectoires du semi-groupe. Le long de caractéristiques qui seraient les trajectoires du semi-groupe. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça complique l'opérateur laplacien, ça fait un opérateur qui dépend du temps, mais qui est un peu du type de ceux que j'avais mentionnés avec des traces finies. Mais ça complique beaucoup de choses. Bien. Je préfère garder l'équation de manière visible et pas l'équation transformée. Si j'en avais besoin, on verra. Il est temps de passer à la continuité en X. Alors, je vais faire la continuité en X à partir de la formule probabiliste, et puis je vais aussi donner un argument analytique. Je m'intéresse donc à u de x et de t moins u de y et de t. Je ne mets pas de valeur absolue. C'est quoi? U0 de e puissance moins atx plus quelque chose que je vais baptiser, je peux le baptiser x0t, enfin c'est x bar t, où x bar t c'est la solution correspondant à petit x égale à 0. En d'autres termes, c'est e puissance moins at, intégrale de 0 à t, de e puissance plus as dws de manière formelle. Donc j'ai ceci. Donc évidemment, si U0 est uniforme en continu, vous voyez que vous avez un module de continuité parfait qui sort. Donc en d'autres termes, vous voyez que ceci se majeure par un oméga de e puissance moins at, x moins y. En particulier, comme e puissance moins at est de contraction,
En particulier, ceci est inférieur à un oméga de x moins y. Puissance moins at est inférieure à 1, puisque a est positif. Donc certainement, je garde le module de continuité, mais en fait, je l'améliore de manière extraordinaire. Puisque là, maintenant, c'est comme si j'avais un b ici qui est puissance moins at. Et puissance moins at, il est... si A-1 est sommable, et puissance moins at, il est encore mieux que A-1, puisque c'est formellement, c'est en prenant t égale 1 et puissance moins a, c'est 1 sur c'est l'inverse de puissance a, entre guillemets, et a, c'est a plus a carré, etc. Donc c'est bien mieux que A-1. C'est normal, les valeurs propres, c'est puissance moins lambda it. Donc ça décroît vers 0 plus vite que n'importe quelle puissance de lambda i. Donc ça, et puissance moins at, il est plus petit, entre guillemets, hein, que n'importe quel a puissance m pour t positif. En termes d'inégalité entre opérateurs symétriques, ceci est vrai si et dès lors que je mets ici, entre les deux, une a puissance moins m, hein, pardonnez-moi. Donc, e puissance moins at, c'est un c de m et de nu, si t est supérieur ou égal à nu, fois a puissance moins m. Et cette inégalité est vraie au sens des opérateurs symétriques. Bon, ils sont diagonalisables dans la même base, et c'est simplement dire que e puissance moins lambda it, ça décroît à l'infini plus vite que n'importe quelle puissance. L'exponentielle tend vers 0 plus vite que n'importe quelle puissance. Exponentielle négative tend vers 0 plus vite que n'importe quelle puissance. Donc d'un coup, non seulement on est parti d'un module de continuité dans H, mais on a gagné un module de continuité qui est parfait dans toutes les échelles de B. B étant à moins 1,5. Dans toute l'échelle des A-1. D'un coup. Donc, de la continuité qui permet d'avoir de la continuité temporelle, on en a largement. Mais ça veut donc dire que ici, ça veut donc dire que ici, dès que je prends un S positif, non seulement j'ai un module de continuité, ce qui permet de démontrer ceci, mais j'ai bien mieux que ce module de continuité. Et que lorsque je redis que e puissance moins at x tend vers x, ou e puissance moins ah x tend vers x, ce n'est pas uniforme, oui, mais c'est uniforme sur des boules de ces normes, parce que ce sont des compacts. Donc cela veut dire que j'ai une meilleure continuité temporelle pour les temps strictement positifs. Donc retour sur la continuité temporelle. Et j'en suis qu'à la continuité. Après, on va passer aux dérivés. Première, seconde, et puis... Et on va voir qu'effectivement, tout se propage et tout s'améliore, mais infiniment. C'est-à-dire, d'un coup, on gagne énormément dans les grandes coordonnées, on gagne énormément. Donc c'est légèrement plus compliqué à manipuler, mais c'est bien meilleur en termes de régularisation. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Retour sur la continuité temporelle. Un retour sur la continuité temporelle, qu'est-ce que je veux dire? Donc, prenons t supérieur à delta positif. Donc, effectivement,
si je regarde la continuité à partir de l'instant 0, je ne peux rien dire, parce que mon U0 n'est que continu pour la norme de H. S'il n'est pas continu, je n'ai pas de meilleure estimation. Mais dès que je suis sur des temps positifs et que je regarde U de t plus H x moins U de tx, d'après ce que, non, moins U de t de e puissance moins AH x, d'après ce qu'on a vu au point 1, ceci se majore par un oméga de h. Donc ça, c'est déjà vu. Et maintenant, ce que je veux regarder, c'est U de t de e puissance moins AH x moins U de t x. Et ça, je me sers maintenant de l'estimation que j'ai obtenue et qui me dit que je peux mettre e puissance moins at devant tout ça. Et donc, c'est e puissance moins at, e puissance moins ah moins l'identité fois x. Et c'est un oméga. Et en fait, je devrais mieux mettre d'abord e puissance moins atx et puis ensuite l'opérateur qui est petit. Bon, alors ça, vous pouvez faire des calculs sur les opérateurs symétriques comme si c'était des réels. Vous les faites valeur propre par valeur propre si vous en avez envie. Et donc, vous voyez que ceci va se majorer par un oméga de h fois a e puissance moins atx. Vous voyez que si vous voulez un h ici, eh bien, il faut prendre a. Et donc, si je n'ai pas de e puissance moins at, en t égale à 0, avec mon u0, j'ai ax, et ça, ax, c'est non borné. OK? En fait, c'est un module, une norme. Et donc, la moralité, c'est que, évidemment, j'ai là maintenant de la continuité en temps qui est uniforme sur les bornées, puisque ceci est un opérateur borné. C'est, bon, bref, je ne sais pas très bien, en tout cas, il est borné par Cx sur T. C étant le maximum de la fonction z et puissance moins z que je ne connais plus par cœur. Donc, et donc, vous voyez que vous avez un module qui est typiquement en oméga C0x sur T. Donc, pour x borné, bah, oui, vous avez un module de continuité uniforme, donc continu en T, oui, mais qui dépend, et là je vais mettre sur delta, qui dépend de combien on est, de combien on est éloigné de l'instant initial. C'est mon delta. En tout cas, j'ai la continuité uniforme sur les bornés. Et en fait, c'est même les bornés. Je pourrais mettre les bornés dans l'image du semi-groupe jusqu'à l'instant t, mais enfin bon, peu importe, ce n'est pas la peine de compliquer outre mesure. On a des estimations qui sont évidentes. Et vous voyez que le oméga qui apparaît ici, mais qui apparaît également dans la dépendance en x et qui apparaît dans la dépendance en t que l'on a déjà vu, c'est toujours le même. C'est le module de continuité initiale, supposé concave, de la condition initiale. Bien, donc je vais faire un petit récapitulatif, puisque dans un instant, je vais parler de Lipsitziens. Évidemment, bon, je ne le réécris pas, mais si U0 a un module de continuité qui est meilleur par rapport à un certain opérateur B, et que AB est borné,
alors vous avez aussi que la limite en t égale à 0 est uniforme sur les bornées. Là, je n'ai pas besoin de le supposer à l'instant S parce que je l'ai récupéré. Si vous le supposez à l'instant initial, vous l'avez. Bon, ça, c'est une remarque. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que, donc, conclusion de ces trois parties sur la continuité, c'est que si U0 a un module oméga, alors U de x et de t moins U de y et de t, je commence par celui-ci, est inférieur à oméga de e puissance moins atx moins y. U de x et de t moins U, je pourrais x, j'aurais pu tout écrire d'un coup, hein, x et puissance moins at moins s, s, est inférieur à oméga de e puissance je vais récapituler tout. I, c'est 100 et e puissance moins at. Voilà tout ce qu'on a obtenu. Je ne sais pas pourquoi je tiens à mettre un x moins y, c'est un e puissance moins at. Je réécris ça, c'est dégueulasse. C'est inférieur, oméga, de l'identité moins e puissance moins a t moins s, appliqué à e puissance moins a t x, module. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça. Non, là, c'était juste oméga de t moins s, non? C'était la somme, là, ce qu'on avait récupéré, là, j'avais fait le décalage, pardonnez-moi. C'est somme sur k de 1 demi, c'est mon récapitulatif qui ne va pas du tout. 1 moins e puissance moins 2 lambda k t moins s. Ça, c'est juste la partie brownienne qu'on avait estimée. Et donc, ça, c'est la partie facile. Et puis ça, c'est la partie également facile, encore plus facile, qui est sur la dépendance en x. Bien. Donc ça, c'est toutes les continuités qu'on a obtenues, où on voit déjà qu'on a une amélioration du module de continuité. Donc, comme corollaire, c'est que si oméga de z est égal à C0z, en d'autres termes, si je suppose que U0 est Lipschitz, comme c'est le même oméga, vous voyez ce que ça veut dire. Donc si vous partez de gradient U0 borné, à ce moment-là, ça entraîne quoi? Ça entraîne que U de x moins U de y est majoré, je vais faire le petit calcul ici, à l'instant t, est majoré par une constante C0. Et par une constante C0, et puissance moins AT, x moins y. Donc, si vous prenez x, y égale z, x égale z plus h, xi, eh bien, ce que vous en déduisez, c'est que gradient u en z, en tout cas en un point de différenciabilité, c'est-à-dire formellement, produit scalaire avec xi en valeur absolue, est majoré par quoi? Eh bien,
ceci, ça fait h fois, le h se disparaît, ça fait C0 et puissance moins AT xi. Et donc, formellement, cela veut dire que E puissance AT fois gradient U est borné par C0. Bon, alors les puissances AT, c'est quand même un petit peu dangereux à manipuler. Pensez en dimension 1 que A, c'est moins D2 sur dx2. Donc E puissance moins AT, c'est l'équation de la chaleur. Donc on est en train de dire que E puissance moins... je voudrais renverser l'équation de la chaleur. Donc ce que ça veut vraiment dire, c'est que gradient U est dans l'image de H par E puissance moins AT. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc c'est très régulier. Si A était l'opérateur de la chaleur, ça voudrait dire que c'est plus que régulier, c'est analytique. D'accord ? Donc très très régulier. Donc attention, hein, il y a beaucoup d'opérateurs laplaciens. Il y a le laplacien ici dans l'espace de Hilbert, et puis il y a le fait que derrière A, il peut y avoir un laplacien. Hein. Mais ce n'est pas le même. Donc ça, c'est une sacrée information. Qui dit que les choses, en tout cas, ces estimations, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que non seulement on ne perd rien, mais qu'en termes de décroissance dans les grandes coordonnées, d'aussi bien de la continuité que des dérivés que du gradient, on a gagné autant qu'on voulait. On n'a pas, donc il y a un aspect de régularisation qui est de régularisation pour la taille des objets dans l'espace de Hilbert, de compactification plus que de régularisation. On est en train de compresser la dynamique, le module de continuité, le gradient. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui parle réellement de régularisation, c'est-à-dire d'améliorer la dépendance en X. En d'autres termes, par exemple, puisqu'on voit que si on a un module de continuité lipschitsien, est-ce que je peux dire que si j'ai un module de continuité oméga, pour un temps strictement positif, c'est Lipschitz? Après, si c'est Lipschitz, ça devient infiniment compressé Lipschitz. Donc, je fais en deux temps. Donc, c'est maintenant ce 1, 2, 3, donc point 4, c'est régularisation. La régularisation en X. Et je vais commencer par Lipschitz, ça ferait... Vous aurez compris comment ça marche, c'est toujours pareil. Alors, 4. Régularisation lipschitzienne. Après, on pourrait parler de régularisation C1, C2, C3, etc. Ça sera toujours la même sauce. Donc, j'ai un U0 qui est lipschitzien, j'ai une formule explicite. Donc tout ça, ce sont des estimations a priori formelles. Si je prends un processus de type Fedot-Galerkin, c'est-à-dire que je tronque tout à n dimensions et que je fais tendre n vers l'infini, toutes les estimations a priori que j'ai démontrées sont indépendantes de n. Donc ça ne pose pas de problème. On reverra ça plus tard quand je donnerai un résultat précis. Pour l'instant, j'accumule les informations avec des bornes qu'il s'agira de justifier, mais qui formellement sont claires. Alors, j'ai donc la solution d'une équation de type diffusion. J'ai une donnée initiale continue et je veux estimer le gradient. Alors, si j'utilise la formule probabiliste, il y a de manière générale une formule pour écrire le gradient de x au point t
comme l'espérance de la condition initiale, et puis il y a là un certain poids qui permet de calculer le gradient. C'est une manière de représenter, d'intégrer. Formellement, de quoi s'agit-il? C'est le gradient logarithmique, le gradient du log de la solution fondamentale O en xt. Bon. Mais celle-là, on ne connaît pas la solution fondamentale, et ça, c'est la projection sur l'espace engendré par les variables aléatoires, par la variable aléatoire xt. C'est la projection d'un poids qui l'on obtient par le calcul de Maliavin, et qui s'appelle la formule de L-Worthy. Bon. Alors, cette formule, je vais vous la balancer. Et elle vous dit, grosso modo, que le poids en question, si on était en dimension 1, c'est le processus tangent divisé par sigma de xt. C'est wt pour dxt égale sigma de xt dwt plus b de xt dt. Et dxit, c'est le processus tangent sigma prime xt plus dw plus b prime xt dt. Donc, je ne résiste pas au plaisir, comme Jean-Michel vient de se lever et vient d'apparaître à 10h15. Non, tu es arrivé à 10h15, il est maintenant un peu plus tard. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire que, bien entendu, cette formule de L-Worthy est connue depuis très très longtemps en proba. Que ici, on n'en a pas vraiment besoin parce que ce sont des gaussiennes. Mais alors, les gaussiennes, là, sont plus compliquées à manipuler. Donc, si on veut réinterpréter les choses, il faut faire un calcul qui est déplaisant. Mais on peut le faire manuellement. C'est simplement très pénible à faire. Et enfin, je voulais dire qu'une formule comme ceci, on peut comprendre, on peut faire une démonstration EDP de cette formule. Alors, dans notre vieil article sur le calcul de Maliavin, avec Jean-Michel, c'est pour ça que je le taquinais, il y a un instant sur les formules de Maliavin pour faire des simulations de type Monte-Carlo. Il y a un appendice qui est totalement passé inaperçu qui explique quel est le principe du point de vue des EDP pour comprendre de telles formules. Donc, il faut écrire des variables supplémentaires et représenter cette formule comme étant une solution d'une EDP avec beaucoup plus de variables, et on lit la formule de L-Worthy. Je vais vous donner un exemple dans le cas gaussien de ce fait-là. Donc, on peut traduire ça en termes d'EDP, on peut faire la démonstration directe, puis on peut le faire avec les solutions fondamentales, parce que là, c'est des gaussiennes, donc c'est calculable. Mais bon courage, et si vous arrivez du premier coup à faire le calcul sans erreur, enfin moi je sais que j'en suis incapable de faire le calcul explicite sans me tromper au moins une demi-douzaine de fois. Alors ça aide que je sais quel est le résultat que je dois obtenir, parce que j'ai la formule. Mais autrement, je pense que tout calcul serait bourré d'erreurs. Donc cette formule, je vais vous en donner juste un petit aperçu. Dans le cas qui nous occupe, elle va devenir particulièrement simple. Là, c'est 1D. Je vais interpréter ça d'une certaine manière coordonnée par coordonnée. Donc, ça sera du 1D en diagonalisant l'équation. Et donc, quand je dis je diagonalise, j'ai les mouvements browniens. Oui, bon, bref, OK. Ça, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui. Alors, si le cas dont je me suis déjà servi dans l'équation de la chaleur pure, qui était de dire j'ai le brownien, disons 1D, c'est-à-dire sigma de donc, le cas particulier, lorsque vous prenez UT, je vais le faire en dimension 1, moins 1,5 de UXX égale à 0.
eh bien, le cas particulier, c'est de dire que Ux, c'est l'espérance de U0 fois Wt sur T. Et c'est U0 de X plus Wt sur T. Donc TUX, multiplié par T, est égal à l'espérance de U0 de X plus Wt fois Wt, qui n'est pas une solution de l'équation de la chaleur, parce que là, il me manque le X. Donc je le rétablis. Et il faut que je le soustrais. Et donc, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de résoudre l'équation de la chaleur pour la condition initiale x u0 et la comparer à l'équation de la chaleur multipliée par x. En d'autres termes, je suis en train de prendre le commutateur entre l'équation de la chaleur fois x et... oui. Donc c'est E puissance, c'est chaleur, h de t fois x u0 moins x fois h de t u0. Bon, ça c'est valable en toutes dimensions, c'est valable, et en fait on peut faire quelque chose de comparable. Et ça, c'est t fois d sur dx de l'équation de la chaleur appliquée u0. Donc ça c'est les propriétés d'invariance de l'équation de la chaleur, on va le vérifier. Mais c'est ça, la formule d'intégration gaussienne, c'est aussi ça. Ce n'est pas une explication, c'est aussi ça. C'est la même chose. Alors, je m'écarte un peu, mais je pense que ce n'est pas inintéressant d'avoir ça en tête. D'où ça sort, ça? J'ai du sur dt moins 1 demi de uxx égale à 0. Et je suis intéressé par xu. Donc j'en déduis que d sur dt de xu moins 1 demi de xu xx est égal à quoi? Si je dérive 2 fois le u, c'est l'équation précédente. Si je dérive 2 fois le x, ça fait 0. Et donc ce qui me reste, c'est moins ux. Très bien. Donc, si je regarde maintenant dv sur dt moins 1 demi de vxx égale à 0, avec v en t égale à 0 qui est égal à xu, quelle équation j'ai pour v moins xu? J'en déduis que d sur dt de v moins xu, c'est-à-dire le membre de droite, moins 1 demi de v moins xu xx. Donc j'ai retranché ceci, ça me fait plus ux égale ux. Et en t égale à 0, j'ai 0. D'accord? Donc le membre de droite, il vérifie cette équation. Le membre de gauche, à savoir TUX, qu'est-ce qu'il vérifie? D sur dt de TUX moins 1 demi de TUX xx. Ben, la partie en x, ça vaut 0 parce qu'on part de l'équation, et si on dérive l'équation, on a 0. Et donc le seul terme supplémentaire, c'est le d sur dt qui agit sur t. Et donc ça fait plus ux. Et évidemment, TUX en t égale à 0, ça vaut 0. Donc voilà un calcul bête qui vous explique que le commutateur il fait ce qu'il doit faire, à savoir que v moins xu est égal à tux, puisqu'ils résolvent tous les deux la même équation avec le même second membre. Et donc voilà comment on peut, à partir d'une condition initiale, maîtriser la dérivée de manière, la dérivée première explicite. Alors on peut le faire avec la solution fondamentale en écrivant la formule intégrale, on peut le faire en proba en divisant Wt sur T, ou on peut, si on est vraiment, si on a moins de formules explicites
répugne, on peut utiliser un point de vue plus abstrait, qui en fait relève de choses qui sont à la limite de la pornographie, à savoir la théorie des groupes. Mais donc, je n'en dis pas plus. Ça paraît un miracle lié à un demi de XX. Le miracle, il se généralise. Donc la notion de miracle généralisé est assez amusante aussi. Donc le miracle se généralise au cas d'une diffusion absolument générale, et ça donne la formule de L-Worthy. Je vous renvoie à l'appendice de ce vieil article sur, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'application du calcul de Maliavin aux méthodes de Monte-Carlo. Maliavin était un grand bonhomme qui était quand même un peu, comment dire, particulier, grand mathématicien, un peu spécial, sur tout point de vue, et je passe sur certains points de vue politiques. Mais un peu spécial, il avait quand même comme particularité que quel que soit le cours ou l'exposé qu'il fasse, personne ne comprenait jamais rien. Donc ça, c'était une assez grande constante. Au bout de 5 minutes, tout le monde était largué. Bon. Et je me souviens, je l'ai déjà raconté à l'occasion dans ce cours, mais le public s'est renouvelé. Et je me souviens très bien d'un séminaire au labo de Proba où Dan Strouk, le Strouk de Strouk et Varadhan, est venu expliquer. Le titre, c'était Calcul de Maliavin et puis quelques applications. C'était, il est venu, il a commencé son exposé en disant je vais vous expliquer quelque chose que Maliavin a fait il y a 10 ans, et personne n'a rien compris, n'a réalisé ce qu'il avait fait. Et effectivement, c'était ce qui donnera la formule de L-Worthy, le calcul, l'intégration par partie de manière globale, etc. Donc c'est passé complètement, je veux dire, dans le milieu de l'analyse stochastique. Personne il avait noyé ça dans un langage géométrique que personne ne comprenait. Et c'est passé totalement inaperçu. Donc on a réalisé ça après coup. Et puis après, comme toujours, quand on a compris, ça crée une industrie. Et c'était quelque chose de très puissant. Donc on a réalisé avec Jean-Michel que, effectivement, et puis Nizar-Touzy et puis Fournier, on avait réalisé que ça, on pouvait s'en servir. Quand on avait des formules comme ça, ça voulait dire que lorsqu'on fait des simulations de Monte-Carlo, qu'on fait des tirages sur la trajectoire XT, à très peu de frais en plus, on peut garder ces trajectoires et non seulement calculer la solution, mais aussi ses dérivés. Après, on a aussi expliqué comment réduire un peu la variance, parce que sinon, le calcul était trop lourd. Donc, d'où cet article qui a suscité, me semble-t-il, un peu d'intérêt sur l'utilisation du calcul de Maliavin et de l'intégration par partie pour des méthodes de Monte-Carlo. Et en tête, c'était les formules de type probabiliste pour la finance. Bon. Alors, il faut voir, j'ai rarement vu Maliavin aussi heureux quand il a découvert cet article. Il m'a téléphoné. Il était fou de joie parce que penser qu'il avait fait un truc qui pouvait être utile à quelque chose d'entre guillemets de concret était quelque chose qui lui faisait très plaisir. Et après, il y a même eu des colloques, il a écrit des articles, évidemment que personne n'a rien compris, pour généraliser ça à des options qui n'existent pas dans un langage que personne ne comprend. Et il y a eu tout un colloque à l'ENRIA qui était sur Maliavin et la finance. Donc on peut presque dire que Maliavin, sur la fin de sa vie, faisait de la finance mathématique, à part que je crois que personne n'a jamais rien compris ce qu'il essayait de faire. Bon, voilà pour ce monsieur tout à fait hors du commun qui était Maliavin. Donc, c'est la formule dite de L-Worthy dont je vais me servir. Le sigma de XT, vous voyez que c'est essentiellement l'identité. Et qu'est-ce que c'est le processus tangent? Le processus tangent, comme il y a un DWT, il est particulièrement simple dans notre cas de figure. C'est dXT égale E puissance moins AT, XT. Hop.
un peu fatigué. Dexité égale moins excité dt. Ça, on n'a pas besoin de faire du calcul de Malliérin pour regarder ce processus tangent. En d'autres termes, le processus tangent, c'est E puissance et comme condition initiale, c'est l'identité. Bah oui, c'est un opérateur excité. C'est l'opérateur tangent. Bon, après, je vais tout écrire en coordonnées initiales, en coordonnées. Donc, si vous partez d'une donnée xi, bah, vous avez les puissances et puissance moins at. Donc, en d'autres termes, si je travaille dans la base diagonalisant la même que tout à l'heure, diagonalisant A, et que je regarde du sur dxi, la seule chose que je dois mettre ici, c'est l'intégrale de 0 à t de e puissance, c'est e puissance moins at, donc j'ai lambda i e puissance moins lambda it, c'est dw is, puis c'est tout, et il me manque un sur t. Tout ça pour dire que si dans la formule de Ellsworthy, dans ce cas-là, bah, si vous faites bien le calcul, donc si vous prenez la solution fondamentale, bah, il faut que vous sortez la bonne variance et tout. Et honnêtement, je n'y suis jamais arrivé, à cause des erreurs de calcul. La formule de Ellsworthy, c'est instantané. Et puis vous pouvez faire une démonstration EDP si vous en avez envie. C'est quand même assez longué aussi. Alors ça, c'est quand même ultra puissant parce que ça nous dit tout de suite des bornes très précises sur le gradient et la régularisation. Donc il est clair que déjà, ça a envie de régulariser parce que le U0, ben ça c'est quoi? C'est toute la puissance du brownien, hein, c'est le laplacien. Le brownien fait qu'il s'étale bien. La loi, la solution fondamentale, la loi est étalée, régulière et étalée, et donc ça permet de créer des choses qui sont régulières à partir de choses qui le sont peu. U0 peu régulier entraîne une solution régulière. En plus, on le maîtrise, ce qui sera important pour maîtriser la taille du gradient. Alors justement, calculons déjà la taille de la dérivée partielle, du sur dxi, en valeur absolue. On y va, le u0 est borné, il y a une constante, et comme toujours, je mets du 1 sur t, et je calcule l'intégrale de 0 à t de e puissance moins 2 lambda is, et comme toujours, parce qu'on a déjà fait 36 fois ce genre de calcul, 1/2. Donc j'ai l'espérance, je prends la norme, je l'élève au carré, enfin je fais Cauchy-Schwarz, et j'ai ceci. Et le C, c'est pour le U0. Et donc je récupère C0, 1 sur T, 1 sur racine de lambda I, c'est bien ça, 1 sur racine de lambda I, oui, tout à fait, et puissance 1 puis 1. C'est ça. Alors je vais prendre le carré, parce que comme ce sera plus facile à sommer, il faudra que je l'élève au carré. Donc si je mets au carré, j'ai 1 sur T2. Donc c'est 0 carré sur T2. 1 sur 2 lambda I. Et j'ai, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 1 moins e puissance moins 2 lambda IT. OK. Donc voilà une estimation pour du sur dxi. Donc si je regarde maintenant gradient u au carré, ceci se majore par C0 carré sur T2 et je dois faire la somme. Les 1 moins 1 sur 2 lambda I, je majore ça par 1, et donc ce qui me reste, c'est somme de 1 sur lambda I. C'est fini, c'est mon hypothèse fondamentale. Donc l'hypothèse qui m'assurait que je pouvais donner un sens au xt,
on la voit aussi apparaître pour me dire c'est ça qui me fait exactement la régularisation d'un U0 quelconque, disons borné, à un gradient U borné. C'est la même hypothèse. Bon, ce n'était pas évident a priori. Remarquez aussi que je n'obtiens pas mieux qu'un gradient sommable. Mais dès que j'ai un gradient sommable, ce qu'on a démontré dans la première partie me dit que le gradient est infiniment sommable par le deuxième type de régularisation, de compactification. C'est ce qu'on a démontré. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, bien entendu, gradient U carré, U devient au moins formellement lipschitzian, mais que aussi E puissance AT gradient U en norme, ben, je vais de 0 à T sur 2, j'obtiens Lipschitz avec du 1 sur T2. OK? Et de T sur 2 à T, je me sers de l'autre argument. Donc je triche un peu parce que ce n'est pas E puissance AT, c'est E puissance AT sur 2. OK, donc, et c'est gradient U au point T. Donc en fait, je devrais dire ici, vous voyez ce que j'essaie de faire. Donc je vais dire que, pardonnez-moi, que E puissance AS gradient U à l'instant T, si S est compris entre 0 et T. Donc, ceci, c'est majoré par une constante fois T moins S. Bon, c'est une manière compliquée pour dire, donc en particulier, si vous prenez T sur 2, vous avez E puissance à T sur 2 du gradient U à l'instant T qui est majoré par C0 sur T. Donc ça, c'est parce que qu'est-ce que vous faites? Sur un temps T moins S, vous appliquez le résultat précédent, celui que je viens juste de démontrer, et entre T moins S et T, vous appliquez la première partie sur la dépendance temporelle, la continuité temporelle. Donc, en d'autres termes, j'en déduis quoi? J'en déduis que non seulement gradient U existe, donc c'est un C sur T. Oui, c'est un C sur T. Il n'y a pas de racine carrée, hein, donc attention là. Mais aussi que A gradient U, c'est aussi, ce n'est pas la même constante, donc ça c'est 0, ça c'est C1 sur T, et que de manière plus générale, que A puissance K gradient U est majoré par CK sur T. Pourquoi? Parce que n'importe quelle puissance de A est dominée par une exponentielle comme ceci. Donc là, d'un coup, j'ai écrit quoi? J'ai écrit la régularisation et la compactification, où la constante ne dépend de rien du tout, si ce n'est de bornes sur U0 et sur le module de continuité. Donc les constantes ne dépendent que de U0, norme du sup, et puis du oméga. Hein. Toutes ces constantes. Et en particulier, cela veut dire que dans l'équation, il y a déjà un morceau qui a un sens. C'est le morceau AX gradient U. Parce que AX, il n'a pas de sens, mais AX gradient U, il a un sens parce que c'est X A gradient U. Donc pour les temps positifs, celui-là, il a un sens.
Le du sur dt, on a déjà vu qu'il avait un sens. Lorsque le oméga, j'aurais dû le dire avant, mais lorsque oméga de z est égal à z, on a un module de continuité qui est en temps, qui est en oméga. Donc lui aussi, le du sur dt, il existe. Donc on a envie de dire que certainement le Laplacien existe. Bon, dire que le Laplacien existe, c'est obtenir une borne sur les dérivées secondes. Vous me voyez venir, on va faire un deuxième coup de la LWRC. Obtenir de bonnes estimations a priori, et puis on verra que le Laplacien existe. Bon, ça je le ferai la semaine prochaine, je voudrais un peu souffler avant de faire mon séminaire dans un petit moment. Et donc, dans la dernière séance, puisque la dernière séance est vendredi prochain de mon cours, ce que je vais faire, c'est vérifier qu'on a le Laplacien, conclure avec un théorème d'existence et également d'unicité pour ceci, et puis expliquer rapidement pourquoi je peux maintenant brancher cette méthode de régularisation sur des équations de Hamilton-Jacobi-Bellman et sur du MFG. Mais d'une certaine manière, le Laplacien, la dérivée seconde, ben, ça va être du même tonneau que ce que je viens de faire. Hein. On va avoir des formules probabilistes qui sont du même tonneau. On va avoir des puissances à 1 sur t, mais on va gagner des termes qui sont toujours des termes comme ceci, qui vont donc faire que les dérivées secondes sont de plus en plus comprimées. Et donc le Laplacien aura un sens et on verra tout ça tranquillement. Donc ça, je redémarrerai à partir de là. Après, je conclurai sur l'existence, l'unicité, quel type de solution. Et puis on verra que l'énorme avantage de cette méthode, c'est que maintenant, si je mets un second membre, c'est uniquement un second membre qui est dans Buck. Et ça sera pareil. Donc si je mets un h de du, vous vous souvenez que j'ai fait ça à un moment donné pour une estimation cruciale, pour démontrer la régularité, je l'ai fait passer de l'autre côté, ça sera pareil. Donc il y a des modules de continuité sur lesquels je devrais revenir. Et puis si c'est pareil pour Hamilton-Jacobi-Bellman, ce sera pareil pour les MFG. Donc là on a une méthode, une fois qu'on a bien compris quels étaient les mécanismes et qu'est-ce que ça donnait comme propriété sur les solutions. Le reste, on pourra aller très vite parce que ce sera des variantes de ce qu'on a déjà fait. Et là, l'énorme avantage, c'est que la dépendance en X, on ne fait aucune hypothèse. Donc en particulier, si c'est l'espace des variables aléatoires, je le dis comme ça, j'aurais plus besoin de le dire, j'ai le droit d'avoir des fonctions qui ne dépendent que de la loi. Bon, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Donc en termes d'application au MFG, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ce que l'on va voir rapidement la semaine prochaine, mais l'essentiel du boulot a été fait avant Noël et puis là ce matin en écrivant bien comment ça fonctionne cette idée. Alors, y a-t-il des antécédents sur ce genre de... Attends, oui. Que on ne dépend que de la loi. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est que j'ai le droit, sans rien changer à mes données du problème, à régulariser. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire, en général, le terme en AX, en général, il ne va pas faire que ça dépende que de la loi, parce que justement, le fait qu'on ait une dépendance en X et qu'on tue les coordonnées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U est faiblement continu en temps strictement positif. Donc il ne peut pas dépendre que de la loi. D'accord? Donc, en revanche, c'est de dire que je peux prendre les caractéristiques de mon équation et les mettre dans une équation régularisée sans les modifier. Dans la méthode précédente, si j'ai une condition qui est en fait un coût final, ce coût final, pour le rentrer dans la méthode de régularisation, il va falloir que je lui fasse des choses très bizarres pour qu'il devienne faiblement continu. Et donc, il va falloir que je le bouge beaucoup. Tandis que là, je le prendrai tel quel. Donc, après, ce ne sont pas des MFG. De toute façon, avoir un Laplacien complet, ce ne sont pas des MFG.
Sauf si j'ai le temps dans les 5 dernières minutes, et quand j'ai raconté ça à Jean-Michel, il m'a évidemment trouvé une master equation qui est encore plus compliquée que ça, non linéaire, et pour lequel on a vraiment une structure de MFG. En fait, c'est une structure de Hamilton-Jacobi-Bellman. Bon, donc voilà le programme de la dernière séance. J'essaie de récupérer un tout petit peu avant de faire un séminaire qui porte sur un tout autre sujet. Donc il va falloir que qui est revisiter le théorème dit de Krein-Rootman qui conduit à l'existence de fonctions propres et de valeurs propres, mais je veux faire ça dans des situations où typiquement la compacité peut faire défaut, où ce n'est pas clair ce qui se passe, etc., où on ne peut pas se servir directement du théorème de Krein-Rootman. Et donc, typiquement, dans l'espace tout entier, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est ça qui vous attend, de mettre au point des méthodes. Sur ce, on fait une petite pause.